Axes et diagnostic et actions de l'État, voilà, pour une appropriation des valeurs civiques et citoyennes. On en parle aujourd'hui avec notre invité, M. Amadou Ouattara. Alix l'a dit à l'instant, il est directeur du service civique et d'action pour le développement à la citoyenneté jeune. Bien, que fait l'État ivoirien? On dira aujourd'hui à nos téléspectateurs pour plus de compréhension. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angeval, bonjour Alix, Monsieur bonjour Ouattara. au secrétariat d'État chargé du service civique, Oui. bonjour à l'Office du service civique national et bonjour à la nation. Justement, la Côte d'Ivoire est réunie et concentrée sur ce programme-là pour savoir exactement ce que fait l'État et de par là votre secrétariat pour encadrer les jeunes au niveau de la citoyenneté. Déjà, le service civique, qu'est-ce que c'est? Le service civique, au sens donc de la loi même instituant le service civique, est un ensemble d'actions menées en vue de l'épanouissement de la personnalité de l'individu pour en faire un citoyen conscient de ses devoirs, de ses responsabilités envers la communauté et envers l'État. Alors, dans notre viseur, on a des jeunes. Qui appelle-t-on jeunes vulnérables? Qui sont-ils? Les jeunes vulnérables, et je crois que tout à l'heure, vous avez même déjà introduit mon sujet, le flash qui vient de passer, on a montré quelque part en Tunisie un quartier marginalisé qui s'est soulevé vraiment avec des violences et autres. Pour nous, les jeunes vulnérables, ce sont les jeunes de 16 à 35 ans. Et de 16 à 35 ans, sans emploi, sans qualification ni titre professionnel, analphabètes ou en échec scolaire, sujets donc aux addictions, drogue, tabagisme, alcool, en voie de marginalisation, c'est-à-dire de basculer dans la radicalisation ou encore dans la prostitution pour ce qui concerne les jeunes filles. C'est-à-dire que c'est un creuset de jeunes qui ne sont pas laissés pour compte, parce qu'on va voir ici au fur et à mesure ce qui est fait. Mais comment vous arrivez à les identifier à partir des profils que vous avez énumérés ici? Comment on les identifie sur notre territoire? On va rester à quadriller le territoire ivoirien. Ok, merci. Pour les identifier, il faut dire que c'est une question très délicate, parce que l'approche est très délicate. Et donc, nous avons externalisé l'identification de ces jeunes. Nous avons confié à des ONG qui travaillent déjà avec ces jeunes-là, qui sont dans leur domaine, dans le domaine social. Nous avons confié aux services sociaux des mairies, ceux qui vivent au quotidien avec ces jeunes-là et qui les connaissent. Nous avons confié à des partenaires qui travaillent et bien évidemment qui identifient bien entendu ces jeunes-là, qui font la captation et qui les amènent vers nous. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette identification? Vous avez parlé de délicatesse tout à l'heure, de cette tâche. Il y a bien évidemment la première difficulté, c'est la méfiance, la résistance et même peut-être, j'allais dire, il y a aussi l'ignorance. L'ignorance et la méconnaissance de notre outil. La méconnaissance de notre outil, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Et ces jeunes sont tranchés dans des repères, hein. C'est difficile de les débusquer. Donc, il faut confier à César, à ce qui est à César, des gens qui ont l'habitude de les approcher, qui travaillent au quotidien avec eux. Alors, Monsieur Ouattara, vous nous évoquiez à l'instant les difficultés qui sont de plusieurs ordres. On peut encore les décliner avant de savoir comment vous encadrez ces jeunes. OK. Donc, pour l'identification, je le disais tout à l'heure, ce sont des jeunes qui sont dans des repères que nous ne connaissons pas. Et il y a des personnes bien indiquées qui travaillent au quotidien avec eux, qui les connaissent. Donc, c'est par eux que nous passons. Ce sont les ONG, les travailleurs sociaux, etc., etc. Même tout individu, tout sachant, peut informer, mais nous, on a des difficultés pour les approcher parce qu'il y a la méfiance. Parce que ces jeunes, d'une façon générale, ont peur de tout ce qui est légal, tout ce qui est officiel. Donc, a priori, c'est la précarité. Donc, il y a une méthodologie bien adaptée pour pouvoir les approcher et c'est ce que nous suivons à travers donc, ces ONG-là.
C'est vrai que c'est des relais que vous avez au travers de ces ONG-là ou même de particuliers qui vous informent quant à la présence de jeunes ça et là. Mais aujourd'hui, par le canal de cette émission, vous nous décliner la méthodologie pour pouvoir les rassurer et les emmener à vous, afin de les prendre en charge? OK. Alors, c'est très simple. Mais complexe. Oui, et complexe. Mais la méthodologie elle-même, elle est simple. D'accord. Une fois que nous allons vers ces jeunes-là, que nous arrivons à les identifier, on fait la captation, c'est-à-dire c'est notre mode de sélection, la captation. Et nous avons une grille de vulnérabilité. J'ai déjà indiqué les différents critères. Oui. Un jeune peut à la fois comporter plusieurs points en même temps. Plusieurs points. Et c'est au vu de la grille de vulnérabilité que nous les recrutons. Nous avons un total, un maximum de points, mais ceux qui ont le plus de points, c'est eux que nous recrutons par gradation jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau où peut-être, parce que tout compte fait, nous avons un quota. Quand nous avons atteint le quota, on arrête. Mais toujours est-il qu'une fois qu'ils sont identifiés, on fait la captation, nous faisons ce qu'on appelle le profilage pour voir s'ils remplissent ces différentes conditions, la grille. Ensuite, la visite médicale, puisqu'ils vont vivre en communauté. Donc, il faut bien évidemment pouvoir dépister les différents maux dont ils souffrent pour pouvoir les prendre en charge quand ils seront en communauté. Après la visite médicale, nous faisons la sélection. La sélection, elle est très rigoureuse. Nous avons un comité de sélection composé des différents partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Dans les localités à l'intérieur du pays, il y a les préfets, il y a les services sociaux, il y a les ONG de captation et il y a tous les travailleurs sociaux qui militent dans ce comité pour faire une sélection vraiment rigoureuse pour, j'allais dire, sélectionner ceux qui en ont véritablement droit. Parce que, M. Angeval, on peut avoir un orphelin, oui. il peut en avoir dans votre famille, il peut avoir un analphabète, mais après tout, il est chez M. Angeval qui s'occupe. Le critère de sélection est fonction de plusieurs autres indicateurs. Voilà, de plusieurs autres indicateurs. Donc voilà un peu comment nous procédons. OK, merci beaucoup pour toutes ces indications-là. Le résultat est sans doute ce que l'on attend, c'est cette réinsertion dans les tissus sociaux et économiques du pays. Alors, tout ce processus, pendant combien de temps est-il fait? Nous avons différents dispositifs. Nous avons différents dispositifs et le dispositif dépend de l'accompagnement des partenaires. Nous travaillons beaucoup avec les partenaires, les bailleurs. Donc, selon l'enveloppe, nous faisons le processus d'abord, après la sélection, nous passons en mode internat. Ils vivent en mode internat. Tous frais pris en charge, depuis la brosse à dents jusqu'à l'habillement sur le centre. Et une fois qu'ils sont sur le centre, nous procédons d'abord par ce que nous appelons la formation civique et citoyenne, c'est-à-dire la resocialisation. Parce que ce sont la plupart des gens qui sont en rupture de ban avec la famille, qui ne connaissent pas cette vie, qui ne sont pas forcément dangereux, mais qui sont restés retirés, vous les voyez un peu partout. Et qui ont léthargie, en vase clos, ils ont fini par s'inféoder les uns aux autres. Nous faisons en sorte qu'ils puissent intégrer une vie normale de famille à travers donc, la resocialisation, la formation civique et citoyenne qui dure 3 mois. Une formation civique et citoyenne qui comprend différents aspects. Nous avons l'alphabétisation, parce que nous avons dit, ceux qui ne savent pas ni lire ni écrire. Nous faisons l'alphabétisation, nous faisons l'approche méthodologique pour ce qui est des valeurs civiques, des valeurs citoyennes, le respect, l'apprentissage des institutions, etc., etc. Nous faisons, pour certains dispositifs, nous leur faisons le brevet national de sécurité, c'est-à-dire secourisme et autres, et même peut-être le permis de conduire. Ça dépend des dispositifs. Après cette phase de resocialisation de 3 mois, sous encadrement militaire et civil, nous avons des militaires. Ce n'est pas une formation militaire, mais c'est un encadrement. Il faut les rassurer. Il faut les rassurer et il faut leur donner... discipline. Oui, la discipline. Cette rigueur aussi. Voilà, cette rigueur militaire. Et après la formation civique et citoyenne, c'est-à-dire la resocialisation, nous passons aux formations qualifiantes.
les formations qualifiantes pour une période de 6 mois. Il y a d'autres dispositifs où la formation, la resocialisation et la formation primaire qualifiante se font de façon alternative pour 4 mois et on les envoie sur le terrain en apprentissage sur terrain auprès de maîtres artisans dans des entreprises, dans des structures formelles où ils apprennent la pratique. Et donc, la formation qualifiante peut durer 6 mois. Après les 6 mois, nous allons en stage. Formation qualifiante à l'école. 6 mois, nous allons en stage. En stage d'apprentissage, stage de perfectionnement, etc., etc. Et nous les accompagnons à l'insertion. Donc, du coup, selon les dispositifs, la formation peut durer de 6 à 12 mois. 12 mois. Il y a un suivi après? Vous avez des retours aujourd'hui de ces personnes-là? Oui, nous avons des retours. Nous suivons nos différents bénéficiaires qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ceux qui ont fini totalement leur formation et qui sont allés sur le terrain, nous avons 756. Et les 756, on arrive à les identifier à près de 90%. Mais les 10% ou autres que nous n'avons pas parce qu'ils ne sont pas identifiables, mais parce que certainement qu'ils ont pu se trouver un travail dans des localités reculées. Mais comme ils n'ont plus besoin de nous, ils ne se signalent plus. Voilà. Peut-être qu'il faut une bonne traçabilité pour qu'eux aussi ils puissent dupliquer parce qu'ils ont reçu quelque chose de l'État. Ils pourraient aussi transmettre à d'autres jeunes. Oui, effectivement, il y en a qui viennent, qui nous servent aujourd'hui de témoins et que nous conduisons même auprès de leurs cadets qui font des témoignages sur leur passage sur le centre. Ils s'inscrivent dans du mentorat. Tout à fait, du coaching, du mentorat et autres. Voici notre... Alors, M. Ouattara, ce que vous nous dites, franchement, ça donne beaucoup d'espoir quant à la prise en charge de ces jeunes-là pour leur réinsertion. En même temps, j'ai eu des données qui un peu me touchent, à savoir qu'il y a un quota et qu'il y a une condition, c'est les bailleurs de fonds. C'est dire que l'État ne peut pas juguler ce flot de jeunes-là seulement sans l'aide extérieure? L'État fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut, parce qu'aujourd'hui, à dire vrai, vous voyez que la prise en charge coûte très cher. Tout est pris en charge. Même à l'accompagnement, après la formation, il y a des kits qu'on leur donne pour les accompagner à s'installer en auto-emploi ou des kits, des outils de travail. Donc l'État à lui seul, déjà l'État fait l'effort de réhabiliter les centres pour les mettre à disposition. D'ailleurs, on en a combien sur le territoire? Actuellement, nous avons 5 centres opérationnels, mais on en a de nombreux, près de 17, voire 22 sur le territoire national qui sont en attente donc, de financement pour être réhabilités. Notre projet, c'est de pouvoir régionaliser cette politique de formation civique et citoyenne. Alors, si vous observez bien, les centres qui sont opérationnels actuellement, nous avons ici, pour le sud, à Abidjan, nous avons Bembresso. Nous en avons au sud-ouest, à Sassandra, pour la région du sud-ouest. Nous en avons au nord, à Guingreni, pour la région du nord. Nous en avons au centre, à Boaké, pour le centre. Et à l'est, nous avons le centre de Mbayakro. Mais en projet, nous avons un centre à Bondoukou. Nous avons un centre à Guiglo, dans l'immédiat, pour pouvoir vraiment, de façon géographique, couvrir le territoire national. Une décentralisation. Parce que les besoins sont aussi bien à Abidjan que dans les localités de l'intérieur du pays. Mais rapidement, pouvez-nous, avant de terminer, nous rassurer que rien n'est payant dans ces centres? On a toujours des brebis galeuses. Rien n'est payant dans ce centre. Oui. Et je tiens encore à vous rassurer. Oui. Et je parle au nom du ministre, je parle au nom du directeur général de l'Office du service civique national, pour dire que, et je parle bien évidemment sous le regard de nos bailleurs qui nous suivent quotidiennement, pour dire que rien n'est payé sur le centre. Tout est pris en charge. Et même mieux,
Parce qu'il y a un élément de vulnérabilité que je n'ai pas évoqué. Il y en a qui sont sans papier. Et Les apatrides? Oui, ça pose des difficultés quand ils se retrouvent sur le centre, quand on veut leur faire un permis de conduire ou bien un BNS, et qu'ils n'ont pas de papier. Et la première fois, le premier contact, ils ont donné un pseudonyme ou bien un nom familier auquel on les appelle, alors qu'en réalité, ils ont une identité réelle. Alors, quand il vient, il dit « je m'appelle tant », et on l'inscrit sous ce nom. Après, quand il est question d'établir les pièces, telles que le permis de conduire, il y a une difficulté. Donc, on va même aujourd'hui jusqu'à engager la procédure pour leur donner des papiers à ceux qui n'en ont pas. En tout cas, c'est plusieurs modules comme ça hein, d'accompagnement de ces jeunes-là qui est mis à l'actif de l'État. On fait beaucoup, mais il faut encore faire davantage et solliciter et remercier par là même tous ces bailleurs de fonds qui vous accompagnent dans cette noble mission. Merci infiniment. Monsieur Ouattara, d'être passé sur notre plateau pour nous parler de l'encadrement des jeunes au niveau de votre secrétariat. Alors,